jour et nuit en faisant un bruit insupportable et c'est juste pour le plaisir. Et chaque 2 heures, encore pire, il y a les Apaches, des fois accompagnés par les F-16. Des fois, on voit les F-16 ou pas, ça dépend, mais c'est obligatoire de voir les Apaches chaque 2 heures qui s'entraînent dans le ciel de la bande de Gaza. C'est jamais en Israël, c'est dans le ciel. Du coup, pour moi, ce n'est pas une prison à ciel ouvert, plutôt... Non, plutôt une cage. Voilà. C'est une cage. Et, parce qu'il y a le mur qui emprisonne la bande de Gaza. Il y a aussi, comme je vous ai montré, les 2 frontières. Il y a la mer et il y a le ciel qui est occupé pour moi. Alors pour moi, ce n'est pas une prison à ciel ouvert du tout, et je le dis d'une expérience parce que je vis à la bande de Gaza. Des informations de Gaza, on a sur 360 km², on a un peu plus de 2 millions d'habitants, dont plus de 80% sont des réfugiés de 1948 et 1967. Ils sont distribués dans 8 camps. Déjà, l'endroit le plus peuplé du monde entier, c'est le camp de Jabalia, qui est un camp de réfugiés de 1948. Et le taux de croissance démographique à la bande de Gaza est de 2,9%. Et la part de population âgée entre 15 et 30 ans, c'est de 65%. Et le taux de chômage à la bande de Gaza est de 43%. Et si on parle de la jeunesse, parce qu'on voit que la société palestinienne est pleine de jeunes et des enfants, éventuellement on doit parler de l'éducation. On a 3 types d'écoles dans la bande de Gaza. Les écoles qui s'occupent des gens originaires de la bande de Gaza, comme le nord de la bande de Gaza aujourd'hui, ce sont des écoles publiques. Et puis il y a les écoles pour les réfugiés, ce sont les écoles du Nord. Et puis on a les écoles privées, la plupart du temps sont des écoles chrétiennes. Et un enfant de la bande de Gaza ne va pas toute la journée à l'école. Ici en France, de 8h jusqu'à midi, et puis de midi et demi ou 1h jusqu'à 5h. Non, à la bande de Gaza, de 7h30 jusqu'à midi, ou bien de midi et demi jusqu'à 5h. Il ne fait pas toute la journée. C'est le système américain. Et pour les jeunes, on a 4 universités principales. L'université Al-Aqsa, qui est la seule université publique. Et puis on a l'université Al-Azhar islamique et le Quds ouverte, qui sont des universités privées. Et les pays, tous les étudiants, toutes les universités, même les universités publiques et payantes, on a la moyenne des frais d'études est de 350 € par semestre. Et pour obtenir un diplôme à la bande de Gaza, il faut passer 4 ans. Chaque an, il faut avoir 2 semestres. Du coup, 350 x 2 et puis x 4. Pour avoir un diplôme, c'est trop cher de faire les études à la bande de Gaza. Par contre, il y a 3000 diplômés par an dans la bande de Gaza. Chaque année, on a 3000 diplômés. Oui, il faut changer. Ça va Vous savez. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est à moi, maintenant c'est moi. Oui. Et puis, toute la bande de Gaza dépend sur l'agriculture et l'industrie et la pêche. Et voilà, les problèmes de la bande de Gaza, on a le blocus. Et moi, lorsque je suis venue en France, j'ai pensé à une chose. Pourquoi le blocus est imposé sur la bande de Gaza? Depuis quand? Depuis 2007. Qu'est-ce qu'il y avait pendant 2007? Il y avait la prise de pouvoir par le Hamas. Ok, mais comment c'était monté? Comment ce parti a pris le pouvoir? Normalement, la communauté internationale elle a imposé des élections à la bande de Gaza. Ils ont dit à la bande de Gaza, au territoire palestinien qu'il faut avoir des élections. Ah ben les Palestiniens, ils n'étaient pas contre. Ils ont demandé un processus démocratique. Et les Palestiniens, ils ont commencé à faire les élections. Il y avait une surveillance de l'Union européenne, y compris la France. Et le Hamas a été choisi. C'était le choix du peuple palestinien. Moi, je ne suis pas de Hamas. Je ne suis pas de Fatah, je suis apolitique. Mais de loin, je peux dire que le peuple palestinien, la majorité, démocratiquement, a choisi le Hamas. Ah ben, si c'est le choix démocratique du peuple palestinien, pourquoi on le boycotte?
Éventuellement, le Hamas a pris le pouvoir, la communauté internationale a boycotté le Hamas, et qui a souffert? C'est pas le Hamas, c'est le peuple palestinien. Moi, je ne fais pas partie de Hamas, mais je suis fonctionnaire. Et puis, je touche de l'Union européenne. Ils ont coupé les salaires pour 6 mois. On ne recevait pas les salaires. Et puis, progressivement, ils ont commencé à nous payer l'argent, le salaire. Et le peuple palestinien, du coup, à la bande de Gaza, ne pouvait pas avoir des produits d'alimentation, ne pouvait rien avoir. À cause du boycott, mais de tout le monde entier, à cause des élections qui étaient imposées par eux et de leur façon démocratique, on ne comprend pas pourquoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Mais, et je crois que le Hamas, malgré que je ne fais pas partie de Hamas, Hamas n'est pas un parti terroriste. Parce que si on est attaqué chez nous, on a le droit c'est dans tous les lois, les conventions internationales, on peut avoir le droit de se défendre. Au moins se défendre. C'est pas le terrorisme, c'est la résistance. C'est plutôt la résistance comme la France a déjà fait une résistance. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a comme autre problème à la bande de Gaza? C'est les 3 guerres successives. On a une guerre en 2008, et on a fait 2008, début 2009, et puis la deuxième 2012, et le troisième 2014. Si on remarque, chaque 3-4 ans, on attend. Du coup, actuellement, ils disent, il y a 4 jours, l'armée israélienne a déclaré que la prochaine agression aura lieu au printemps. Ce printemps après l'hiver. Et du coup, un Palestinien, lorsqu'il vit à la bande de Gaza, chaque 4 ans, il attend une agression. On a un problème de l'électricité. On a que, dans les meilleurs des cas, on a 8 heures d'électricité par jour dans la bande de Gaza. Dans les meilleurs. Le pire, 2 heures de l'électricité. Du coup, lorsqu'on n'a pas de l'électricité, on n'a pas d'eau. Nous, on a 2 heures même, pendant le programme de 8 heures de l'électricité, on n'a que 2 heures de l'électricité, d'eau dans les robinets à la bande de Gaza. Les Palestiniens ont essayé de réparer ce problème, parce que nous, on ne connaît pas les problèmes, on connaît les solutions. On est un peuple qui a beaucoup de talent pour avoir beaucoup de solutions pour un problème. On a commencé à acheter des moteurs de générateurs. Et là, ils fonctionnent avec des carburants. Israël a décidé de couper, de ne pas laisser le carburant entrer à la bande de Gaza. Alors du coup, on a une pénurie de carburant et on a un problème de l'eau. C'est pas au niveau de quantité, c'est au niveau de qualité. Et on a aussi la liberté de circulation parce qu'on est sous siège et on a le chômage. Et tout ce que j'étais en train de dire, j'expliquais la situation de la bande de Gaza en général. Maintenant, moi personnellement, je vis dans un village qui s'appelle Beth Lahia. Et Beth Lahia est situé au nord de la bande de Gaza, qui donne directement sur les frontières israélo-palestiniennes, et c'est le village le plus endommagé pendant les 3 guerres successives c'est pas guerres, ce sont des attaques ou bien des agressions sur la bande de Gaza. Et mon village, lorsqu'on parle de village de Beth Lahia à la bande de Gaza, c'est le plus beau village de toute la bande. Et déjà, lorsqu'on parle aussi, il y avait une dame qui parlait l'arabe ici. Qu'est-ce que ça veut dire Beit en français? Maison. Et Lahia, je veux juste vous expliquer pourquoi elle s'appelle Beit Lahia, ce village. Beit, c'est-à-dire maison, et Lahia a 2 interprétations. La première interprétation, c'est la joie. C'est la maison de joie. Ou bien de l'Al, ça vient de l'Al de Dieu et Diès. Et ici, les Grecs, ils disent, à l'époque des Grecs, ils disent que tellement c'était beau, les dieux et Diès, ils sont descendus pour avoir leur plaisir sur terre. C'est-à-dire que c'est une réduction de beauté, de paradis sur la terre, et c'était beau. Et mon village, vraiment, il est très beau. Et le logo de la municipalité de mon village montre la beauté de mon village. Il y a toujours le soleil chez nous. Il y a la mer. Il y a les fraises. Les plus bonnes fraises du monde entier, ça vient de mon village. Ah, ça c'est vrai? Tapez sur Google, comment? C'est vrai, ça arrive, ça arrivait jusqu'à la France, les fraises de mon village.
Et il y a la pomme parce qu'il y a un certain type de pomme qui était trop acide avec lequel on fabriquait de la confiture. Et dans tout le monde entier, ça n'existe pas que dans mon village et dans un autre village au Mexique, ce type de pomme. Et il y a la mer et aussi il y a le maïs qui est toujours planté à côté des fraises dans mon village. Et voilà. Mon village, comme je vous ai dit, c'est le village le plus endommagé pendant les 3 agressions. Il est d'une superficie de 37 000 dönums. Et chaque 10 dönums font presque 1 hectare. Chaque 10 dönums font presque 1 hectare. Donc 14 dönums est confisqué par Israël. Soit pour manger, pour annexer, pour confisquer les terres, soit pour ce qu'on appelle la construction du mur de sécurité pour Israël, pour garder la sécurité israélienne. La population de mon village est d'environ 4000 habitants, dont 70 au-dessous de 18 ans. On a beaucoup des enfants et des jeunes dans mon village. Les terres agricoles sont de 7000 dönums et les habitants de mon village sont originaires de la bande de Gaza, ils ne sont pas réfugiés. Du coup, on a 5 écoles de l'UNRWA, parce qu'on n'a pas beaucoup de réfugiés, et on a 20 écoles publiques. Les activités dans mon village, c'est, comme on voit, il y a les fraises, il y a les oliviers, il y a les pommes, et c'était un village réputé des fleurs. Et même les fleurs de Bethléem arrivaient jusqu'à la France avant le siège imposé par Israël. Et voilà, lorsqu'on parle des activités à la bande de Gaza, et particulièrement dans mon village, voilà, pendant les 3 agressions, ça c'est ma terre, au nord de la bande de Gaza. Pendant la 2e agression, il y avait les bulldozers accompagnés par des chars pour déraciner même des petites productions. Ils ont déraciné tous les champs des pommes comme s'ils voulaient effacer l'identité de mon village, la particularité de mon village. Ils ont déraciné la plupart des terres des oliviers et aussi les fraises. Ils ont endommagé l'eau pour qu'on ne puisse pas avoir les plus bonnes fraises. Et voilà, c'était un exemple de ma terre. Alors, j'étais en train de regarder comment ils étaient en train de déraciner et de la détruire devant mes yeux, voilà, en 2012. Et puis on a la 3e, comme toute la bande de Gaza, la troisième activité de mon village, c'était la pêche. Mais dans les 3 miles Morad dont on parlait, il y a les petits bateaux palestiniens qui vont pour faire la pêche. Et déjà, on ne trouve pas beaucoup de poissons dans cette zone. Il y a les bateaux militaires israéliens qui débarquent sans avertir les pêcheurs. Ils emprisonnent les pêcheurs et ils confisquent le bateau. Et devant les médias, qu'est-ce qu'ils disent les Israéliens après? On a libéré le pêcheur. Mais qu'est-ce qu'ils gardent? Le bateau. Bravo. Ils gardent le bateau et c'est pas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, plusieurs mois. Et lorsqu'ils rendent le bateau, ils enlèvent l'engin, comme ça ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils disent que ça fait un danger pour le moteur. Voilà, le moteur, comme ça il ne peut pas. Du coup, il devient inutile, il ne peut pas faire ses activités avec. Autrement dit, il devient pauvre et il n'arrive pas à trouver un moyen pour donner à manger à ses enfants. Et voilà, mon village qui était plus beau, c'est un petit coin que je me souviens parce qu'on a fait ce rond pour les enfants. Et pendant 2014, c'est ça. C'est la démocratie de l'armée israélienne. Un endroit où il n'y a aucun partisan de Hamas, n'a rien à voir, c'est un quartier résidentiel 100%. Et je connais toutes les familles parce que, après on va expliquer pourquoi. Et c'était comme ça, c'est ça le résultat. Pourquoi? Aucune raison. Et puis les problèmes de Bethléem. Bethléem, on ne peut pas séparer. Gaza, c'est 360 km². Ce sont les mêmes problèmes de toute la bande de Gaza, mais encore, à cause de cette situation, elle est située à côté des frontières, il y a un problème de destruction des maisons et des infrastructures. 1000 maisons ont été détruites dans mon village pendant la dernière agression. Et en plus, on a les rues. On n'a aucune rue qui ait été laissée tranquille, qui n'était pas bombardée pendant les 3 agressions. Aucune rue est normale maintenant dans mon village.
Et en plus, il y a la pauvreté à cause de l'attaque de chaque activité. L'industrie, ils ont détruit toutes les usines, les 4 usines, et déraciné les terres agricoles et la destruction des petits usines aussi, comme on a vu pour les pêches, pour les pêcheurs. Et on a le chômage. Le chômage, ça ne vient pas juste de ça, parce qu'ils visent de détruire toutes les sources de vie ou bien d'indépendance économique. Non, le chômage a encore une raison dans mon village, parce que la majorité des responsables des familles, qui est l'homme dans mon village, c'est l'homme qui travaille, qui paye, qui fait tout. Il travaillait à l'époque à l'intérieur de la ligne verte. C'est quoi la ligne verte? Ce sont les territoires occupés ou Israël. Et à partir, depuis 2000, deuxième intifada, ils ont fermé cette ligne verte. Du coup, depuis 2000 jusqu'à maintenant, les gens ne travaillent pas. Et juste pour une remarque, à l'époque, celui qui travaillait à l'intérieur de la ligne verte, dans chaque jour, il gagnait au moins 100 $. Alors, mon village était un des plus riches villages de la bande de Gaza. Et après cette fermeture, et avec le temps, il est devenu trop pauvre. Ils ont détruit la beauté de mon village et aussi ils ont réussi à rendre mon village le plus pauvre village de la bande de Gaza. Et on a la pollution d'eau parce qu'ils volent l'eau et en plus il y a... Pardon. Je viens pour fumer. Et puis il y a la pollution d'eau, c'est à cause des bassins des eaux unies que Israël a construit juste à côté de mon village, comme ça il pollue l'eau de la nappe phréatique, comme ça. Oui, ça va super. Voilà, ce sont les problèmes de mon village. Et moi, alors, ils m'ont dit, qu'est-ce que qui souffre le plus, de quoi tu vas parler en France? J'ai dit, moi, je suis intéressée aux enfants. Un enfant de 11 ans dans mon village a vécu 3 guerres, 3 agressions successives. Et il y a les statistiques de 2015 disent que les enfants de village de Bethléem, chaque enfant a perdu au moins un membre de sa famille pendant l'agression de 2014. Alors 3 guerres, en plus une destruction visible des maisons et de l'infrastructure. Et en plus la mort d'un membre, ça c'était trop pour un enfant. Et en plus, quand je parle, pourquoi je suis aidée, tout le monde souffre. Mais si je m'en consacre, je parle plus des enfants, parce que les enfants, c'est eux le futur et l'avenir de la Palestine. Et en plus, avec la dégradation de la capacité de résilience à cause des problèmes quotidiens et à cause des agressions continues, à cause aussi de la guerre psychologique qu'Israël mène contre les Gazaouis de la bande de Gaza, les Palestiniens de la bande de Gaza, les enfants souffrent de plus en plus. Et si on va parler des enfants de l'Arabie aussi, ils ont des problèmes particuliers. Il y a la déscolarisation, parce que tellement les gens ils sont devenus pauvres, ils exploitent les enfants pour travailler dans les champs. Du coup, l'école elle est obligatoire à partir de 7 ans. Mais pendant les saisons où il y a la récolte, ou bien la cueillette des fraises, ou bien des oliviers, la classe elle est vide. Une classe au nord de la bande de Gaza dans mon village, le minimum c'est 45 enfants, le maximum c'est 60 enfants. Et lorsqu'on dit on trouve juste 3 enfants qui viennent pendant, ça c'est un risque pour l'éducation pour les enfants. Et aussi on a les problèmes familiaux, parce que lorsqu'on je vous ai expliqué, un homme qui a perdu un peu son statut à cause de sa pauvreté, de sa non-puissance et capacité de travailler à cause de la fermeture de la ligne verte, ça traduit, c'est-à-dire qu'il est à la maison tout le temps, et sa position, parce qu'il ne paye pas comme avant, il ne peut pas donner la nourriture et à manger à ses enfants, là, ça cause beaucoup de problèmes et de violences à l'intérieur de la famille dans mon village. Il y a la santé, on avait un seul hôpital dans mon village qui était bombardé pendant la dernière agression de 2014. Et il y a aussi les problèmes psychologiques, parce que les enfants, lorsqu'ils gardent les images, on a tout le temps des bruits Moi, personnellement, je peux pas... Jusqu'à présent, je dis que je suis traumatisée des guerres, pourtant je sors et je fréquente des psychologues. Mais les enfants de mon village n'ont pas cette culture d'être soignés. Et les parents ont des priorités. Ils pensent à comment donner et quoi donner aux enfants à manger, plus
que prend soin au niveau psychologique parce qu'il y a beaucoup de souffrances quotidiennes dans mon village. Et il y a aussi un truc particulier dans mon village, qu'il y a une restriction à l'accès aux activités socioculturelles pour les filles. Les filles, dès qu'elles sont nées dans mon village, il y a une idée. La maman, elle met une idée ici. Toi, c'est pour le mariage. Ton futur, c'est le mariage. Du coup, elle va à l'école, mais elle ne s'intéresse pas à l'éducation, à la culture. Et ça pose aussi un problème et un danger pour le futur de la cause palestinienne et les Palestiniens. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas née à la bande de Gaza, je suis née en Algérie. Et j'avais une enfance très paisible. Et je suis entrée en 1999. Et j'étais embauchée directement comme prof d'anglais. Et là, j'ai enseigné dans une école qui s'appelle Bissan, où on a perdu 13 enfants. Et je remarquais les réactions des enfants vis-à-vis de tout ce qui se passe. La dégradation des résultats scolaires. Les enfants aussi, ils n'arrivaient pas à s'exprimer lorsqu'on parlait des problèmes. J'ai vu des enfants qui ont perdu leur papa, leur maman, sans pouvoir dire. Ils sont là, ils sourient, ils jouent, mais ils n'ont pas de temps pour exprimer leur tristesse et traumatisme. Parce que le peuple de Gaza, de toute la Palestine, et surtout de la bande de Gaza, reprend la vie si vite après la fin d'une agression. Le rythme la reprise de vie est trop vite. Du coup, on n'a pas d'espace pour souffrir. On ne peut pas faire sortir. Il faut reprendre les écoles, les mariages, la vie, tout, l'économie, la reconstruction. Mais on oublie que les enfants, ils ont ça. Ils jouent, ils continuent à jouer parce que ce sont des enfants, mais il y a un traumatisme à l'intérieur qui n'est pas sorti. Et le problème, j'ai contacté des psychologues, grâce à mon anglais, c'était jamais mon français. Et quand même une Française qui m'a dit le point dont on a plus peur qu'un jour ce traumatisme va sortir. Mais sous quelle forme, on ne sait pas. Et là, avec aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y a une détérioration au niveau de la capacité de résilience, tellement il y avait beaucoup de problèmes quotidiens et beaucoup d'agressions, j'ai peur pour l'avenir de la Palestine. Et comme mon père, il était un professeur, et ma mère, elle nous a vraiment soutenus pour faire des études, et en plus, à lire le plus, et à s'ouvrir le plus à plusieurs cultures, je regardais les enfants et leurs réactions, et même leurs résultats, je dis qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que j'ai fait pour les enfants? J'ai créé un petit centre éducatif qui s'appelle Cultural and Educational Training Center de Beit Lahia. Et c'est le logo de mon centre. J'ai cru que la meilleure façon de faire ma contribution de colibri, on dit comme ça? Ouais. Ouais. Ça va, vous me comprenez? Ça va? Super. C'était pour garantir au moins que je faisais quelque chose pour la Palestine et pour mon village. Et je ne voulais pas travailler sur toute la bande de Gaza parce que je suis une personne et si j'éparpille les efforts, je n'aurai pas des résultats tangibles. Et de créer un petit espace où les enfants peuvent vivre leur enfance. C'est pas comme les enfants du monde entier parce que je ne peux pas les séparer de ce qu'on voit dans les rues, de ce qu'on entend dans le ciel. Mais au moins, pour leur parler de ça, et pour leur demander de parler de leur souffrance, de s'exprimer, et le plus important pour savoir écrire et lire, et en plus pour leur montrer que la culture palestinienne, ce n'est pas la seule culture dans le monde entier, qu'on peut avoir d'autres cultures, et qu'on peut s'ouvrir, et à un moment donné, on doit parler aux gens, on doit s'exprimer, on doit défendre nos droits, et je voulais aussi leur renforcer avec l'espoir, et leur expliquer qu'on peut finir la guerre avec la paix. Au moins, même si c'est théorique, un enfant, il doit comprendre la paix. C'est pas comme en Israël. Je faisais une partie d'un mouvement de paix israélo-palestinien où on a expliqué les méthodes scolaires des Israéliens qui incitent la mort. Même pour un enfant de la crèche, il doit passer une semaine dans l'armée israélienne pour qu'il regarde et glorifie les soldats qui tuent les Palestiniens. Et il montre les soldats en tuant des enfants, et l'enfant doit voir ça
Moi, je ne veux pas ça pour les enfants palestiniens. Même si on est les victimes, je veux un enfant et en moi le... C'est pas juste l'espoir, la vie normale. Parce que ça, c'est anormal. La mort, aimer la mort, c'est pas normal. Je veux, même si on est tué, et il a un membre de sa famille qui est tué, qu'il aime la vie. Et qu'il déteste tuer les autres. Même si celui qui a tué un membre de sa famille. Du coup, j'ai créé ce petit centre. J'ai commencé en 2009 après la première agression. J'ai commencé par 3 enfants parce que c'était difficile pour une femme divorcée de travailler à la bande de Gaza au nord, dans mon village. Oula, c'est trop. Et j'ai commencé du coup pour convaincre les familles pour envoyer leurs enfants et que c'est lire et écrire c'est important, c'est trop difficile. Et aujourd'hui, je suis arrivée à 70 enfants pour lesquels qu'est-ce qu'on fait dans les centres. On donne des cours de soutien. Ils vont à l'école le matin, l'après-midi, ils viennent chez moi, parce que dans une classe où il y a 45 enfants, la meilleure maîtresse du monde entier, elle ne peut pas enseigner tout le monde. Du coup, les